Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Merci de votre présence aujourd'hui. Un webinaire intitulé Municipal 2026, la biodiversité sera-t-elle au rendez-vous? Je suis Célestine Schmidt-Aubert, je suis chargée de mobilisation et de développement chez Humanité et Biodiversité. Et voilà, je vous remercie vivement pour votre présence pour ce rendez-vous qui est mensuel. Sachez que vous pourrez retrouver notre webinaire dès demain sur notre chaîne YouTube. Un mot sur notre association qui organise les rencontres d'HB avec le soutien de l'Office français de la biodiversité. Reconnue d'utilité publique et présidée par Bernard Chevassieu-Louis, Humanité et Biodiversité a pour mission de placer la biodiversité au cœur de nos sociétés. Nous menons à la fois des missions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité, que ce soit donc auprès du grand public, des acteurs économiques et sociaux, qu'ils soient publics ou privés, et nous menons en parallèle également des actions de plaidoyer auprès des gouvernements, des parlementaires, des élus locaux, toujours dans une volonté de dialogue. Nous partageons également des publications qui sont scientifiquement sourcées pour mobiliser le plus grand nombre, et la protection de l'environnement est aujourd'hui largement remise en question, comme vous le savez, malgré un soutien indéniable des scientifiques et de la science. Notre association, elle accomplit sa mission grâce au soutien de ses adhérents et de ses partenaires. Donc, vous pouvez nous soutenir en faisant un don ou en adhérant au tarif de 25 euros à l'année et à 10 euros en tarif réduit à l'association. Et donc, vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche à l'écran ou vous rendre directement sur notre site internet humanité-biodiversité.fr. Aujourd'hui, nous abordons une thématique qui est d'actualité pour ce webinaire, et donc nous avons le plaisir d'accueillir donc Laurent Trijoulet. Vous êtes directeur général adjoint de l'Association des maires de France, de l'AMF, donc bienvenue. Nathan Bonjour. Rodberger, vous êtes chargé de mission politique de la biodiversité pour l'association Humanité et Biodiversité. Et Sandrine Bonjour. Bélier, vous en êtes la directrice. Bienvenue à tous les trois. J'invite les participants à poser vos questions dans le menu QR questions-réponses tout en bas de votre écran. Et les intervenants prendront un temps pour répondre à toutes vos questions après leur présentation. Voilà, je passe sans plus attendre la parole à Sandrine Bélier, et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, mes meilleurs voeux. On a encore 3 jours là pour se souhaiter une bonne année 2026. Donc, bonne année à toutes et à tous. Et puis, merci d'être avec nous ce midi. Aujourd'hui, on souhaitait vous offrir de mettre la biodiversité au cœur des prochaines élections municipales en mars 2026. Alors, Nathan, je ne vois pas le... En fait, je te vois à l'écran, mais je ne vois pas le PowerPoint. C'est bon. Donc, ah, non. Je pense qu'on y est. Oui, c'est bon, merci. En mars 2026, donc les Français et les Français éliront leurs équipes municipales pour 6 ans. 6 ans, c'est le temps pour des projets structurants, des choix d'aménagement, des choix d'investissement qui peuvent transformer durablement nos communes. Slide. Et 6 années qui vont être décisives pour nos municipalités. Euh, 6 années durant lesquelles les communes vont devoir faire face à des défis majeurs: l'adaptation au changement climatique, la préservation de la qualité de vie, la gestion de l'eau, de l'alimentation, des sols. Et la biodiversité est au cœur de tous ces enjeux, même si elle est encore trop souvent absente des débats municipaux. Et c'est pour cette raison que Humanité et Biodiversité, nous souhaitons inviter aujourd'hui à mettre la biodiversité au cœur du débat municipal en allant interpeller les candidats qui sont sur votre commune. Alors pourquoi parler biodiversité au niveau communal? On parle souvent de biodiversité à l'échelle internationale ou nationale. Pourtant, c'est bien au niveau communal que beaucoup de décisions très concrètes sont prises. La commune, c'est l'échelle du quotidien, c'est là où on vit, c'est là où on se déplace, c'est là où nos enfants vont à l'école.
Les communes disposent de puissants leviers pour protéger et restaurer la biodiversité en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, en matière de gestion des espaces verts, de restauration collective, d'éclairage public ou encore de gestion de l'eau. Ce sont autant de compétences municipales qui ont un impact direct sur le vivant. En matière d'urbanisme, les communes définissent les plans locaux d'urbanisme. Elles peuvent freiner et limiter l'artificialisation des sols, préserver les espaces naturels et maintenir les continuités écologiques. Chaque hectare, et on le répète très souvent à Humanité et Biodiversité, il n'y a pas d'espace perdu pour la biodiversité. Et chaque hectare qui est non artificialisé, c'est une victoire pour la biodiversité et pour le climat. Les espaces verts, c'est pas seulement des espaces décoratifs. Bien gérés, avec une gestion différenciée, ils deviennent de véritables refuges pour la faune et la flore, y compris en ville. Et puis, en matière d'alimentation, d'éclairage et de gestion de l'eau, les cantines scolaires, c'est aussi un levier très concret. La restauration collective, que les cantines soient alimentées avec une agriculture locale, bio et respectueuse du vivant. Concernant l'éclairage public, un éclairage mal pensé perturbe fortement les espèces nocturnes et les communes peuvent agir efficacement en mettant en place un éclairage raisonné. Et puis enfin, en matière de gestion de l'eau, que ce soit la préservation de zones humides, la récupération des eaux pluviales, la lutte contre les pollutions, là encore, les communes ont un rôle clé et peuvent participer par ces actions à agir pour la biodiversité. Alors face à ces constats, Humanité et Biodiversité appellent les futurs élus municipaux à s'engager sur 10 priorités claires et concrètes pour la biodiversité. D'abord, préserver l'existant, les espaces naturels, corridors écologiques, sols vivants. Ensuite, intégrer la biodiversité dans tous les projets d'aménagement avec des objectifs mesurables. Donc, préserver les espaces naturels et corridors écologiques existants en stoppant toute destruction évitable. Intégrer la biodiversité dans l'aménagement urbain, trame verte et bleue, continuité écologique, désimperméabilisation ou encore gérer les espaces verts avec une gestion différenciée favorable à la biodiversité, lutter contre l'artificialisation des sols avec des objectifs clairs et mesurables, et puis enfin, et Nathan y reviendra, développer le programme Oasis Nature pour mobiliser les habitants, les associations autour d'actions concrètes. Mais encore, parmi nos interpellations, comme je vous le disais, la biodiversité, c'est un formidable levier d'engagement citoyen, que ce soit le programme des Oasis Nature, la végétalisation des villes ou encore un projet de végétalisation de cours d'école. Tout ça permet de recréer du lien entre les habitants, les enfants et la nature. Et en matière d'alimentation, eh bien, mettre en place une restauration collective bio, locale et de saison dans toutes les cantines, c'est aussi un formidable levier pour se reconnecter à la biodiversité. Réduire la pollution lumineuse avec un éclairage raisonné et éteint la nuit lorsque c'est possible est aussi une mesure qui participe à la préservation de la biodiversité. Et puis, enfin, gérer l'eau de manière durable, récupération des eaux pluviales, je vous le disais, préservation des zones humides, lutte contre les pollutions. C'est tout plein d'actions que les municipalités peuvent mettre en action, pardon. Et puis enfin, soutenir une agriculture locale respectueuse du vivant, y compris en périphérie urbaine, est un levier important. Alors, tous ces engagements concernent notre santé, notre alimentation, nos paysages nocturnes, et la qualité de l'eau. Ce sont des sujets très concrets pour les habitants. Et vous aussi, ben, écoutez, vous pouvez agir. Et la bonne nouvelle, c'est que pour agir, il n'est pas nécessaire d'être expert, hein. Chaque citoyen, chaque citoyenne peut interpeller les candidats de sa commune. Et c'est ce que on vous propose de faire. Et je passe la parole à Nathan Orenberger pour nous exposer comment interpeller les futurs candidats au municipal 2026. Merci pour votre attention. Merci Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on arrive au cœur de la campagne des municipales là, hein, puisqu'il reste juste un petit peu plus d'un mois et demi avant le premier tour des élections. Et donc, ce qu'on souhaite vous encourager à faire, c'est d'interpeller les différentes listes qui se présentent dans votre commune
pour leur demander ce qu'elles ont prévu de faire en matière de biodiversité et les inciter à aller plus loin. Et donc pour cela, il faut tout d'abord, étape préalable, repérer les listes qui se présentent dans votre commune. Elles ne sont pas encore forcément toutes manifestées, mais petit à petit, vous allez commencer à recevoir des tracts, à voir des affiches et à être invité probablement à des réunions publiques. Il y a également plusieurs canaux de contact habituellement qui sont proposés, soit par les réseaux sociaux, soit par mail, etc. Donc vous pouvez là aussi voir les différentes possibilités qui vous sont offertes pour entrer en contact direct ou indirect avec les candidats et les candidates. Et ensuite, vous pouvez directement les interpeller, donc soit en posant des questions lors des réunions publiques, soit en leur transmettant des questions sur la thématique de la biodiversité. On a préparé une fiche dédiée spécialement que vous pouvez réemployer, modifier, imprimer, distribuer, etc. Et donc, voilà, vous pouvez également vous manifester sur les réseaux sociaux pour faire valoir que ces enjeux vous tiennent à cœur. Euh, alors, vous êtes probablement parmi les personnes connectées à la fois de communes rurales, de communes urbaines. Il faut savoir qu'en France, on a 70% des communes qui ont moins de 1000 habitants. Donc, les maires sont vraiment proches de la population. C'est des personnes avec qui on peut aller directement échanger. Il est parfois plus compliqué de contacter, par exemple, son ou sa députée, mais les maires ont cet avantage d'être généralement assez proches et donc il ne faut pas hésiter à les solliciter, qui plus est en période d'élection. Ils sont généralement assez volontiers partants pour répondre et peut-être pour prendre des engagements. Donc un certain nombre de questions autour desquelles il peut être intéressant de débattre avec les listes qui se présentent. Ça va être par exemple sur l'engagement de préserver les espaces naturels et lutter contre l'artificialisation des sols. Alors ça, c'est à la fois positif pour la biodiversité, c'est aussi positif pour lutter contre les inondations, par exemple, parce que au moins on a de béton, au mieux l'eau s'infiltre. C'est aussi une manière de préserver les paysages auxquels on peut être attaché. Et donc, c'est un enjeu qui est particulièrement important puisque la destruction des habitats naturels est en France un des facteurs majeurs d'érosion de la biodiversité. Ensuite, on peut les interroger sur comment est-ce qu'ils vont intégrer la biodiversité dans les projets d'aménagement, puisque souvent, justement, les listes municipales vont mettre en avant peut-être des grands projets d'infrastructures ou de modification des règles d'urbanisme. Et donc, dans quelle mesure ils vont prendre en compte ce qu'on appelle les trames vertes et bleues, donc ce sont les continuités écologiques. Par exemple, maintenir le cours d'une rivière, maintenir un cordon forestier ou un réseau de haies sur le territoire. Quelles actions est-ce qu'on prévoit pour végétaliser la ville et notamment les cours d'école? C'est un sujet qui nous tient à cœur parce que on pense qu'il est important que les enfants, dès leur plus jeune âge, puissent être au contact de la terre, de la végétation. C'est aussi une bonne adaptation au changement climatique puisque la végétalisation va apporter de l'ombre, va éviter des revêtements qui sont souvent sombres, qui captent beaucoup la chaleur. Pour ce qui est des espaces verts, est-ce qu'une gestion écologique va être mise en place par l'équipe municipale avec des abris pour la faune, avec une fauche tardive pour préserver notamment les insectes et tout le cortège d'oiseaux qui s'en nourrissent? Est-ce qu'il y aura du compostage aussi pour valoriser les déchets verts notamment directement sur les espaces? Euh, Ensuite, est-ce qu'il est prévu un atlas de la biodiversité communale? Donc, un atlas de la biodiversité communale, c'est l'idée de faire un petit peu le, le diagnostic de la faune et de la flore sur un territoire. C'est une démarche qui se fait avec les habitants en concertation, souvent en engageant également les écoles, et qui permet de savoir quelles sont les espèces qui sont présentes et d'identifier les espèces à enjeu pour mieux les protéger. Et enfin, comptez-vous rejoindre le réseau Oasis Nature de l'association Humanité et Biodiversité? Donc le réseau Oasis Nature, il est fondé autour d'une charte en 6 points qui est affichée ici, autour de 6 grands mots-clés,
la spontanéité, le naturel, la diversité, la sélectivité avec des essences locales notamment, la sobriété pour ce qui est de l'eau, de l'éclairage, et la solidarité avec cette notion d'un réseau qui soit actif et engagé, dans lequel on puisse échanger des bonnes pratiques et des conseils. Et notre association s'engage aussi à fournir des outils pédagogiques et des astuces pour accueillir la biodiversité sur ces espaces. Sur les questions d'alimentation, de santé, Sandrine l'a évoqué tout à l'heure, la restauration collective bio, donc en tout cas un pourcentage d'alimentation bio dans les cantines de la commune. Donc les communes gèrent les écoles maternelles et primaires. Il existe une loi, la loi Egalim, qui oblige normalement les communes à respecter 20% d'alimentation bio dans les menus. Et on sait que ça n'est pas encore le cas. Beaucoup de communes sont en dessous et donc il faut vraiment inciter les élus à le faire. Parfois, il s'agit juste aussi de les mettre en réseau, de dire, bah, tiens, il y a un maraîcher qui s'est installé tout proche et qui produit tel type de légumes. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'intégrer ces produits dans les menus? Voilà, ça peut être aussi simple que ça. La pollution lumineuse, alors il y a beaucoup de communes qui ont progressé sur ce sujet au cours des dernières années, mais pour d'autres, des progrès restent à faire. Pour une extinction nocturne, pour un éclairage raisonné, ça permet à la fois des économies d'énergie et de limiter les nuisances sur la faune nocturne principalement. Et puis la gestion de l'eau, qui est vraiment capitale, hein, à la fois parce qu'on manque d'eau à certaines saisons, mais aussi parce que l'eau peut faire des dégâts quand elle est mal gérée et qu'elle tombe intensément sur des sols qui sont trop imperméabilisés. Donc qu'est-ce qui va être proposé par l'équipe, par les candidats et les candidates pour ce qui est de la gestion des zones humides, pour la récupération de l'eau de pluie ou pour la lutte contre les multiples pollutions, qu'elles soient physiques ou chimiques? Alors, quelles ressources on met à votre disposition? On avait édité il y a un peu plus d'un an le guide plaidoyer d'humanité et biodiversité, dans laquelle un certain nombre de fiches présentent justement des actions qui sont faisables à l'échelon local, et notamment dans les thématiques qu'on a évoquées, l'atlas de la biodiversité communale, les cantines, ou encore l'éclairage public. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est disponible sur notre site internet. Et d'autre part, les fiches que j'évoquais précédemment, donc une fiche avec des questions à proposer aux candidats et aux candidates, et la fiche qui résume comment interpeller les candidats et les candidates. Donc vous les trouvez également sur notre site internet. Et voilà donc ce qu'on propose, ce à quoi on incite pour ces municipales, eh bien, c'est de ne pas laisser la biodiversité en dehors du débat, mais que ce soit vraiment un enjeu qui puisse être discuté lors des réunions publiques et tout au long de la campagne qui s'ouvre. Merci. Et je passe la parole à Laurent. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que Nathan, tu peux enlever le partage d'écran? Merci. On vous laisse la parole, Laurent. Ouais, merci de m'accueillir. Bonjour à tout le monde et à toutes et tous. Vous m'avez demandé de peut-être rappeler ou préciser ce qu'est l'Association des mares de France, parce que souvent on en connaît l'acronyme et l'existence, mais pas forcément ce qu'il y a véritablement derrière. Alors, c'est une vieille association, enfin relativement vieille association, qui a de 1907, qui a été créée à l'initiative d'une quarantaine de maires qui s'étaient réunis à Paris déjà pour râler contre le gouvernement, parce que le gouvernement de l'époque déjà supprimé de la fiscalité locale. Et puis à force de se réunir tous les ans sur ce mode-là, c'est le Congrès des maires qui a été créé, donc l'association des maires qui vit ainsi, et qui aujourd'hui rassemble en fait, la quasi-totalité des 35 000 communes françaises, mais aussi la quasi-totalité des intercommunalités, donc 1200, un peu plus de 1200 intercommunalités aujourd'hui en France, communautés de communes et communautés d'agglomération pour les plus connues, mais également les métropoles.
Alors, c'est une association qui vit principalement de ses cotisations et aussi de ses recettes commerciales. En fait, recettes commerciales, c'est principalement le Salon des maires et des collectivités locales organisées donc, à Porte de Versailles, qui constitue une bonne partie des moyens financiers de l'association, mais qui nous permet de ce fait d'être indépendant de tout subventionnement d'État, bien évidemment, sinon on aurait un problème avec la liberté de parole, et également de programmes divers et variés. Alors, c'est une association qui a une vraie vie associative. Je dis vraie vie associative parce que, en fait, on a tous les mois, toutes les semaines, des réunions de nos maires autour d'une vingtaine de commissions, une vingtaine de groupes de travail, une dizaine de maires référents, qui fait que, en fait, dans la façon de construire les positions de l'AMF, elles sont souvent mâchouillées par les services en amont pour essayer de comprendre les enjeux et d'en comprendre le contexte, et puis appropriées par une commission thématique avant de proposer une position au bureau qui la valide, et ça devient la position de l'Association des maires de France, qui fait de ce fait un rythme parfois un peu lent pour répondre à une question, mais c'est une question qui a souvent été construite de façon réfléchie, patiente, et puis qui fait l'objet aussi d'un compromis dans la discussion, le débat qui est entre nos élus, parce que l'Association des maires de France essaye d'avoir une pluralité des opinions politiques, des sensibilités politiques qui peuvent composer le paysage des communes et des intercommunalités en France, avec des copilotages, donc des coprésidences, à la fois de l'association, mais également de nos commissions, de façon à déporter le débat politique, politicienne, si vous me permettez l'expression, de façon à s'attacher à la réalité de défense des intérêts des communes et surtout au débat des matières par matière. Et en fait, l'expérience montre que quand en commission à l'Association des maires de France, ce sont des élus qui sont intéressés par la matière, alors ça peut être sur les exemples qui viennent d'être cités, des élus intéressés par la restauration scolaire, le développement du bio, du marché du circuit court dans la restauration scolaire, mais ça peut être aussi par les enjeux de sécurité, les enjeux de biodiversité, les enjeux de transition écologique. Et ben, en fait, on a de ce fait des élus qui sont intéressés, donc qui connaissent un peu la matière, qui viennent chercher avec nous un peu d'altérité, mais aussi un peu d'expertise, et qui de ce fait permettent la construction d'un réel compromis dans la matière. Le gros de l'activité de l'Association des maires de France, c'est 50% à peu près de conseils à nos adhérents. La plupart du temps, parmi les 25 000 communes de moins de 2 000 habitants sur les 35 000, mais pas que, aux intercos également. Et puis, de la même façon qu'humanité et biodiversité, l'autre partie de notre activité, c'est du plaidoyer auprès du gouvernement, des parlementaires, de la Cour des comptes, et des différentes inspections qui mènent leurs travaux sur la chose publique en général. Parmi les principaux enjeux du moment, j'aurais du mal à être exhaustif, puis surtout je vais faire court dans la présentation, qui a été en partie. Évidemment, on a le sujet des finances locales, donc, discussion actuelle, encore actuelle, normalement, elle est terminée du projet de loi de finances pour l'exercice de 2026. Deuxième thématique qui revient très très vite, on pourra en parler peut-être sur ce que ça veut dire derrière, c'est la capacité à agir, avec à la fois la question d'avoir les compétences pour agir, moyens pour agir, et puis de ne pas avoir trop d'empêchements aussi pour agir, ce qui fait qu'on a des débats parfois aigus sur ça veut dire quoi de ne pas être trop empêché pour agir. On regarde notamment, par exemple, la question de l'urbanisme et de l'environnement. Et puis dans les thématiques qui nous intéressent peut-être un peu plus lors de ce webinaire, on a le sujet de la question des risques, qui est un sujet très, très important. Donc, la gestion du risque inondation climatique, sécheresse, submersion, trait de côte, incendie. Pourquoi? Parce que ça fait appel terriblement et en écho avec ce que vient de dire à la fois Sandrine et Nathan aux compétences des communes. Les maires et les communes sont premièrement compétents pour administrer ces risques, pour les prévenir aussi, mais aussi parce que les maires sont vite recherchés en responsabilité s'il y a quelque chose qui a été mal fait au niveau local. Et donc, c'est un sujet qui revient souvent. Le deuxième sujet, peut-être, c'est la question de l'eau à travers notamment la GEMAPI et l'adduction en eau potable.
tout simplement parce que la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations fait écho à la question du risque. Alors j'avoue que dans la GEMAPI, c'est plutôt la question de la prévention des inondations qui occupe beaucoup l'actualité des mers aujourd'hui. Et pourquoi je cite l'eau? Parce que on est convaincu à l'Association des maires de France que on est face à un de nos défis majeurs en matière pour notre société, tout simplement parce que euh, plus on recherche des éléments de qualité de l'eau, plus on va analyser des substances, plus on analyse des substances, on analyse de plus en plus de PFAS, par exemple, et au fur et à mesure qu'on cherche les PFAS, mais en fait, on les trouve, et on a de plus en plus de communes où les ARS ou le préfet leur dit bah, vous n'avez plus le droit de donner l'eau telle que vous le faites aujourd'hui parce que le champ captant, en fait, il est pollué. Et le débat qu'on a, nous, à l'AMF, c'est on ne peut pas demander aux communes d'être responsables de devoir seuls euh, donner une eau dépolluée, là où peut-être que les pollueurs pourraient être un peu plus intéressés à leur responsabilité en matière de qualité de nos eaux. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais t'engager à faire court, et puis surtout là. Merci beaucoup. Merci tous les trois pour vos présentations et les premières briques sur lesquelles on va pouvoir échanger aujourd'hui. On a des premières questions qui sont arrivées, donc j'incite les auditeurs à poser toutes vos questions dans le menu QR, questions-réponses. Euh, une première question de Jacques Éloi qui nous dit, les municipalités pourraient-elles proposer l'ORE, donc l'obligation réelle environnementale, aux habitants désireux de préserver un espace naturel? Je ne sais pas si c'est des premières pierres de réponse. Ouais. Avant de répondre à cette question, j'ai vu plusieurs réactions sur la question de l'éclairage. Et le fait que ça pose potentiellement, donc le fait de ne pas éclairer la ville la nuit peut potentiellement créer des risques de sécurité, enfin, donc mesure qui est manifestement pas simple et pas toujours simple à mettre en œuvre. Et Laurent pourra peut-être nous faire le retour des maires sur cette question. Moi, je voulais simplement préciser, alors c'est vrai, éteindre et ne pas avoir de lumière la nuit, c'est la solution la plus radicale, entre guillemets, mais sinon, il y a d'autres solutions. Et après une analyse des modes d'éclairage, par exemple, le fait de changer l'orientation du mode d'éclairage public qui est peut-être orienté vers le haut pour un éclairage qui est davantage orienté vers le bas, sur le taux de luminosité, d'avoir des lumières moins blanches, selon les cas et quand c'est possible, d'avoir des systèmes de détecteurs de mouvement. Enfin, donc la solution est pas forcément purement et simplement d'éteindre, la meilleure solution d'éteindre toutes les lumières publiques la nuit, mais en tout cas d'avoir une réflexion à l'échelle de la municipalité pour réduire ce qu'on appelle aujourd'hui la pollution lumineuse sur sa commune. Ça, c'était le premier élément de réponse que je voulais donner aux questions qui ont été posées dans le QR. Et enfin, il y a une question qui était relative aux oasis nature. Est-ce que les oasis nature ne sont destinées que aux collectivités territoriales? Non, non, pas du tout. Le réseau, c'est plutôt et majoritairement des particuliers. Donc, chacun peut aussi agir à l'échelle de son petit jardin en ville, de son balcon, de sa terrasse, peut faire un oasis nature pour participer à créer ces corridors écologiques favorables à la biodiversité. Et concernant les ORE, donc les obligations réelles environnementales, oui, les collectivités peuvent faire des ORE et donc poser, alors si je simplifie hein, le mode, un bail sur une très longue période, 30 ans, et sur lesquels, et dans le cadre de ce bail, où un certain nombre de mesures de gestion et de préservation de la biodiversité obligent la commune pour ce nombre d'années. Et Laurent, si tu veux peut-être compléter sur l'éclairage Ouais, et sur ces les deux critères points, de peut-être feu. l'éclairage, c'est un vrai sujet qui fait écho à un tas de contraintes ou de pressions qui pèsent sur la décision des maires. Alors, ce qui a amené à beaucoup de communes à lancer des démarches d'extinction des feux dans la nuit, c'est d'abord le facteur coût énergétique qu'on a connu il y a 3 ans. Mais pourquoi je le dis, c'est que quelque part,
il y a beaucoup de maires qui étaient peut-être convaincus de le faire, soit pour des raisons d'économie de fonctionnement, soit pour des raisons de conviction liées à la pollution lumineuse, mais qui avaient très très peur de la réaction de la population. Et l'argument inflation, coût de l'énergie a été tellement prégnant dans le débat que ça a permis aux communes en fait de dire bon, sinon on va pas s'en sortir budgétairement. Et donc ça a été un élément important. Il y a des mouvements de retour en arrière parce qu'il y a des collectifs de citoyens qui se plaignent, surtout pour des éléments effectivement mis en avant de sécurité. Concrètement, je ne connais pas de statistiques qui étayent ce sujet-là, c'est-à-dire que je ne connais pas de statistiques qui montrent une corrélation entre extinction des feux et augmentation de la sécurité. Ce qui est clair, c'est que parfois ça montre le sentiment d'insécurité. Et donc, pour agir sur un élément très important, parce que ça, pour nous, on est doublement gagnant, c'est-à-dire qu'on est à la fois gagnant en termes de facture énergétique et donc de décarbonation de notre société, mais également en termes de pollution lumineuse sur l'impact sur la biodiversité. Et de ce fait, il y a un vrai intérêt à une mobilisation citoyenne sur le sujet, parce que quand le maire entend qu'une partie de sa population espère ça, attend ça, c'est beaucoup plus facile pour la municipalité de développer ce type-là de politique, indépendamment par ailleurs des démarches plus collectives, dont certaines sont portées par les parcs naturels régionaux, par exemple, sur la question des nuits étoilées. Donc on a ces mouvements-là qui se développent. On a encore un peu de travail pour convaincre et la population et les équipes municipales d'aller au bout de l'exercice. Sur la question des ORE, à ma connaissance, ce sont des objets juridiques très intéressants qui sont nés en 2016, mais je ne pense pas qu'il y ait eu un énorme développement de ces outils-là. C'est dommage. Et la commune peut s'en saisir tant en termes de propriétaire foncier, parce qu'elle a du domaine privé aussi à gérer, alors le domaine public est sanctuarisé, mais le domaine privé géré, que dans sa capacité d'accompagner le développement du dispositif auprès de ses habitants, puisque les personnes physiques aussi peuvent y souscrire. Merci beaucoup. J'enchaîne avec une prochaine question de Stéphanie. De quoi le DGA de l'AMF parle-t-il quand il évoque la notion d'empêchement des communes? Y a-t-il un empêchement singulier dans le domaine de la préservation de la biodiversité? Alors, ce que j'évoquais, c'est ce qui est mon quotidien, c'est-à-dire ce que nous remontent les maires sur quand ils veulent faire quelque chose, comment ils sont finalement, ils se sentent empêchés de faire. Alors, ils se sentent empêchés de faire parce que parfois ils ont un problème de moyens, mais ils se sentent empêchés de faire parce que parfois ils ont un sujet de compétence. Enfin, vous le savez peut-être, mais euh, enfin certaines communes plus exactement, ont longtemps essayé de gérer la question des eaux grises de façon à les réutiliser dans ce certain nombre de circuits. Or, la réglementation en France a évolué très tardivement sur le sujet. Donc là, parfois, il y a un décalage entre une volonté municipale d'aller au-delà de ce que permet le droit et, euh, et la réalité de ce qu'ils veulent faire. Le deuxième exemple, par exemple, c'est sur la ration scolaire. C'est-à-dire qu'il a fallu quasiment 20 ans de cheminement sur la règle de la commande publique pour qu'on récupère une vraie capacité à inclure dans nos marchés publics, que ce soit à travers le délégataire de la cantine scolaire ou à travers nos propres achats, pour être en capacité d'aller chercher du circuit court ou de la restauration bio, mais qui ne viennent pas du Brésil, quoi. Il y a un équilibre à trouver entre le bio de proximité et le bio qui est importé et qui a un bilan carbone qui est parfois un peu contestable, voire des critères de bio qui sont évidemment pas les mêmes entre l'Europe et l'Amérique du Sud, puisqu'on parle beaucoup d'Amérique du Sud aujourd'hui. Mais je faisais écho en toute transparence au fait que parfois le code de l'urbanisme, le code de l'environnement sont perçus comme trop complexes et une incompréhension des élus locaux, communaux, intercommunaux, sur cette complexité-là et le fait que ils ont du mal à sortir les projets qu'ils ont envie de sortir. Ce qui fait, et ça participe à un mouvement un peu périlleux en ce moment, parce que dès qu'on parle de simplification, moi j'ai tendance à y voir aussi une façon pour le
préservation de l'environnement perdent un peu du terrain, c'est que ça va amener à un retour sur un certain nombre de règles qui vont abîmer quel est aujourd'hui l'état de l'art en matière de protection de l'environnement lorsque quelqu'un fait un aménagement. Et c'est un débat qu'on a souvent, tout simplement parce que l'AMF fait remarquer que quand l'État doit lui-même supporter ses propres codes-là, je pense au code d'urbanisme, code de la construction habitat, code de l'environnement, et qu'il a des chantiers qui sont importants, ou code de la commande publique, il a tendance à créer des lois d'exception qui s'en exonèrent. Alors, on a connu la loi d'exception sur les JO de Paris, on a la même loi d'exception sur les JO d'hiver de 2030. On est quand même, elle a été passée l'année dernière, donc on était quand même à 5 ans de l'exercice et le gouvernement se sent incapable de respecter ses propres règles qu'il participe à installer avec le Parlement lorsqu'il doit produire des aménagements à 5 ans, ce qui nous interpelle sur la légitimité de ce type-là de doses d'exception et qui nous interroge sur l'adéquation entre comment on peut piloter des politiques d'aménagement communal au regard du cadre légal et réglementaire aujourd'hui. Donc, c'est un débat qui peut à la fois faire progresser les choses dans la capacité des élus à répondre à la demande, mais aussi abîmer ce qu'est aujourd'hui le cadre de la protection de la biodiversité de l'environnement en France. Merci beaucoup. On a une prochaine question. Lorsque les élus s'investissent, enfin s'intéressent à la GEMAPI, est-ce uniquement avec l'entrée risque ou s'intéressent-ils aussi aux enjeux de biodiversité? Plus généralement, quand les élus font face aux enjeux de risque, type inondation, submersion, risque, etc., font-ils le lien avec les enjeux de biodiversité ou sont-ils sensibles aux solutions fondées sur la nature? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors ça, c'est très variable. D'abord, la compétence. Il n'y a pas une compétence, mais enfin, on va le dire comme ça, GEMAPI est assez finalement récente, hein, elle a une dizaine d'années, et donc elle a été appréhendée au chemin faisant par les collectivités, et elle a été également, comment dire, amplifiée, confortée ou problématisée à travers un certain nombre de transferts de digues de l'État vers les collectivités qui a eu lieu début de 2025, qui a mis face les collectivités face à devoir d'entretenir des ouvrages dont ils n'étaient pas à l'origine propriétaires et n'étaient pas responsables. Donc très honnêtement, c'est surtout l'angle prévention des inondations qui est traité dans le cadre du dispositif GEMAPI, assez peu l'angle gestion des milieux aquatiques et donc un angle biodiversité, mais ça reste malgré tout traité. Ça a surtout amené à améliorer encore l'appréhension qu'avaient les dispositifs des élus locaux, alors soit avec leurs intercommunalités, soit avec leur syndicat mixte, soit avec leur établissement public territorial de bassin, à administrer une politique globale du cycle de l'eau et de ses impacts sur liés à la biodiversité. À l'intérieur de ce dispositif-là, oui, certains territoires développent des solutions fondées sur la nature pour administrer les risques qu'ils ont découverts ou mieux appréhendés dans le cadre de la dispositif GEMAPI. Ça reste assez minoritaire. Mais ceci dit, sur ce type-là de compétences, comme sur beaucoup, en fait, vous avez autant de dispositifs territoriaux qu'il y a de contextes territoriaux, et donc vous avez des territoires qui sont très engagés, y compris dans la question de la préservation de leur paysage et de la biodiversité, des territoires qui ne voient cette compétence qu'à travers la question de gestion du risque. Vous pouvez trouver tous les exemples. Merci beaucoup. On a une question d'Isabelle qui nous dit, devant les reculs du gouvernement en matière d'environnement et d'écologie, n'a-t-on pas intérêt aujourd'hui, pour défendre nos revendications au niveau de la biodiversité, de mettre en avant les aspects économiques, exemple limitation de l'éclairage public, et la santé, avec l'exemple de l'eau potable, des zones de protection de captage. Est-ce que Oui, je veux on bien m'entend? répondre Ouais. sur ce point. Merci pour la question. Alors effectivement, un des enjeux pour être entendu, c'est en fait de s'adresser dans la mesure du possible à la liste qui se présente avec un vocabulaire, avec des thématiques qui vont lui tenir à cœur. Et c'est un peu le travail qu'on fait nous aussi dans notre plaidoyer auprès des parlementaires, c'est de d'adapter nos discours en fonction des interlocuteurs. Et parfois, effectivement, force est de constater que la biodiversité n'est pas la priorité première. Donc, quand on a des enjeux de biodiversité qui croisent des questions économiques, des questions de santé, c'est effectivement très pertinent et très intéressant de les mettre
également en avant. On va pas vous inciter à occulter totalement la biodiversité parce qu'on est convaincu qu'il faut la mettre à l'agenda, il faut en parler. Mais par contre, quand on vient avec un argument complémentaire, ça va faire baisser la facture, ça va permettre de réduire la pollution des eaux, ça va permettre aux enfants de la commune de manger une alimentation de qualité. Là, on est sur des sujets peut-être encore plus consensuels que les questions environnementales. Et donc, ça va pouvoir peut-être convaincre davantage à la fois les listes qui vont être sollicitées, mais également les électeurs et les électrices de la commune. Donc, voilà, c'est tout à fait la bonne stratégie à adopter, je crois. Merci beaucoup. On avait une question de Jean-Jacques. Comment une commune peut s'investir sur l'environnement étant donné les réductions réglementaires nationales envisagées? Alors, les réductions réglementaires, c'est une chose. Enfin, c'est effectivement le sujet qui pose problème aux élus locaux aujourd'hui. C'est la question des moyens, de l'adéquation des moyens qui leur sont affectés, la réduction des moyens qui leur sont affectés avec les enjeux de transition écologique. Donc ça, c'est un sujet qui occupe beaucoup l'AMF, plusieurs positions sur le financement de la transition écologique. C'est d'ailleurs, vous savez que l'AMF organise chaque année son congrès, donc ça a remis à peu près en novembre dernier 12 000 congressistes, donc élus locaux. Il y avait une dizaine, sur la soixantaine de programmations, on avait une dizaine d'ateliers autour de la transition écologique, bon, honnêtement très centré climat et financement de la transition écologique. La dimension biodiversité était peu prégnante dans les thématiques, mais elles étaient quand même présentes. Et au travers notamment de la financement, enfin, on a fait un gros débat devant un petit millier de personnes sur le financement de la transition écologique. Donc oui, il y a un sujet entre les obligations et le devoir d'agir des maires et les moyens qui leur sont dévolus. Alors ça, c'est la première thème. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, on considère que enfin, les communes et les intercos sont les premiers acteurs de la transition écologique en général, mais aussi des politiques de lutte contre l'érosion de la biodiversité. Déjà parce qu'elles sont à la base de la maîtrise des sols, à travers les documents d'urbanisme. Et donc, intégrer encore plus que le droit nous le demande aujourd'hui les impacts de l'aménagement et de l'urbanisme sur leur territoire et notamment sur la question des éléments de biodiversité et de paysage, oui, ils ont encore largement les moyens d'améliorer la copie par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. On a eu un débat encore récent sur un sujet que vous avez peut-être entendu pour la plupart, la question du zéro artificialisation nette, dispositif légal qui a été imposé par le gouvernement et le législateur sur les édicteurs de normes d'urbanisme, notamment en commune intercommunalité, à travers la maîtrise des plans locaux d'urbanisme et des schémas de cohérence territoriaux. Et il y a eu un vrai sujet de compréhension du dispositif, de connaissance du dispositif, mais aussi d'application du dispositif au regard de la règle qui a été produite avec une certaine incompatibilité entre la réalité de ce qu'était parfois les territoires et comment on pouvait concevoir la frugalité du foncier. Et ça, c'est la difficulté, notamment en France, d'avoir un discours qui se veut universel et homogène, quel que soit le territoire, sauf que on pense qu'on ne peut pas parler de frugalité d'utilisation des sols de la même manière lorsque on investit un territoire qui a 4 habitants au kilomètre carré par rapport à un territoire qui, je sais pas moi, est sur la côte atlantique et c'est déjà beaucoup développé et beaucoup urbanisé malgré la loi littorale. Donc c'est un sujet qui mérite de contextualiser ce qui pense est possible de faire ou de ne pas faire. Et l'autre sujet sur la question de la frugalité de l'utilisation des sols, c'est que il faut qu'on soit en capacité de valoriser les projets vertueux par rapport projets qui ont peut-être tendance encore aujourd'hui à faire l'urbanisme, je pense à l'urbanisme pavillonnaire tel qu'on les a fait depuis le début des années 80. Merci beaucoup. Jean-Jacques, on avait une question un peu plus pratique. Sylvia nous demande comment avoir la possibilité de participer aux réunions pour interpeller
les candidats. Comment on connaît la date, le lieu? Est-ce que c'est indiqué sur le site de la mairie? Est-ce que vous auriez voilà, des petits tips pour le Alors, quotidien? c'est Oui, en fait, il s'agit déjà d'une part de repérer les différentes listes qui vont être candidates à ces municipales et elles vont être rendues publiques assez rapidement. Et ensuite, alors, les listes elles vont pas toutes faire des réunions publiques, elles auront pas forcément, elles organiseront pas forcément des meetings. Par contre, les listes auront toutes à parier des sites internet dans lesquels elles vont présenter leurs différentes propositions. Donc, on vous disait interpeller son élu. Donc, à l'occasion d'une réunion publique, si celle-ci est annoncée et elle devrait l'être, je pense qu'elles sont annoncées sur le site, en effet, sur le site de chacune des municipalités. Et puis, sinon, c'est adresser vos questions par internet. Mais ça va vraiment dépendre. Je pense que typiquement, l'organisation des campagnes municipales ne sera pas la même pour une grande métropole ou une commune un peu plus rurale. Donc, il s'agit d'adapter pour cette mode d'interpellation à ce qui vous semble le plus évident. Mhm. peut-être en complément, si je peux me permettre, c'est qu'effectivement, il y a une grande disparité de la sociologie du territoire et donc des logiques de campagne derrière. Il faut malgré tout avoir en tête que, alors c'est pas sur le site de la mairie que vous trouverez les dates ou les dispositifs des candidats, parce que la mairie ne peut en faire la publicité et la promotion. Parfois sur les panneaux d'affichage légaux et réglementaires, mais ils arrivent un peu tard dans le dispositif, parce que c'est que quand la campagne officielle, c'est-à-dire à partir de début février, qu'ils sont en place. Donc c'est plutôt à regarder, parce que malgré tout, il y a quelques affiches qui traînent sur, au mieux les panneaux d'affichage légaux, affichage libre. Mais en se renseignant un peu, on doit pouvoir trouver, et puis peut-être ne pas oublier que il y a à peu près 1 million de candidats en fait, en France à l'occasion des municipales. Parce qu'il y a le maire, le tête de liste, mais il y a tous les colistiers. Et donc, il y aura à peu près 500 000 élus locaux qui vont être renouvelés à travers les différents conseils municipaux et conseils communautaires. Donc, ne pas viser forcément uniquement que la tête de liste, le futur, le ou la future maire, mais peut-être aussi les colistiers, parce que c'est un moyen de commencer à diffuser les messages. Et là, il y a probablement des gens que vous connaissez dans votre entourage qui sont sur la liste ou pas loin de la liste, dans l'entourage de la liste. C'est aussi un bon moyen notamment parce que, vous savez, comment dire, il y a près de 20 000 communes qui ont moins de 500 habitants. Moins de 500 habitants, ça veut dire des listes de 7 à 9 personnes. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile à aller chercher dans le contact quand c'est à cette dimension-là. Et puis pour les plus grosses écuries, les grosses communes de plus de 100 000 habitants, dont là, effectivement, c'est assez professionnalisé en termes de communication. Il y a forcément les réseaux sociaux, forcément les sites Internet et forcément plusieurs réunions publiques et parfois même des réunions thématiques. Merci beaucoup. On a une question de Frédéric, assez concrète également. L'une des questions posées lors de la réunion publique à venir de l'une des listes de ma commune en matière d'environnement serait de quelle façon préserver et valoriser les espaces naturels de ma commune. À noter que nous avons 10 hectares de zones naturelles et de jardins potagers. Quels conseils vous pourriez proposer à Frédéric pour enrichir ce débat et essayer de porter cette thématique dans sa commune? Sa question est excellente. Euh, non, on va pas. Enfin, c'est quoi? Donner des éléments de réponse sur ce que pourrait faire la commune pour préserver ses espaces naturels. Ouais, Frédéric nous demande qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce que voilà, c'est une question qui est porteuse, en effet, elle l'est, mais est-ce Oui, qu'on a... ouais, une excellente question. Ça fait partie d'ailleurs des questions qu'on a listées pour humanité et biodiversité. Et puis ça appelle
à des réponses, une réponse concrète de la part des futures listes. Et il y a tout un paquet d'outils de préservation. On parlait des obligations réelles environnementales, mais ça peut être aussi le classement de ces espaces naturels en espaces naturels et préservés dans le plan local d'urbanisme sur les engagements. Ça peut être le fait de classer en oasis nature ou autre label de préservation de la biodiversité. En tout cas, il y a un certain nombre d'outils et la question, pour ma part, me semble très bien formulée. Merci. On avait une question de Sophie sur le réseau Oasis Nature. Est-ce qu'il est seulement réservé aux élus et aux collectivités ou est-ce qu'il est également déployé et utilisable par les particuliers? Oui, alors ça, j'ai répondu en début de webinaire parce que j'avais repéré la Je pense que question. Voilà, mais non, non, il est ouvert aux particuliers, aux collectivités territoriales, donc aux communes, aux intercommunalités, aux établissements publics de l'État, aux entreprises. Et aujourd'hui, ce sont majoritairement des particuliers qui sont membres du réseau Oasis Nature d'Humanité et Biodiversité. on avait une question également enfin, voilà, d'une personne qui nous dit dans ce contexte qu'on connaît, est-ce que la biodiversité serait un mot un peu tabou sur le terrain des campagnes municipales en cours? Et est-ce que les élus convaincus osent-ils porter ouvertement ce sujet? Est-ce qu'on a des réactions au cours de ces campagnes? Alors, il y a un sondage récent qui a montré que justement, loin de l'idée qu'on peut s'en faire, beaucoup de Françaises et de Français sont attachés aux questions de l'environnement, qui plus est quand ça touche vraiment leur environnement proche. Et donc, au contraire, il y a plutôt un regret chez beaucoup de concitoyennes et de concitoyens de ne pas voir ce sujet davantage porté dans le cadre des élections municipales. Et donc, il ne faut pas hésiter quand il n'est pas suffisamment mis en valeur ou évoqué par les listes qui se présentent, à justement aller les titiller et leur demander ce qu'elles ont prévu sur le sujet, parce que ça parle à beaucoup de monde et euh, voilà, on a vu, hein, les compétences des communes, elles sont variées, elles sont nombreuses, et ça agit vraiment sur le cadre de vie, l'environnement proche. Et donc, généralement, ça parle au plus grand nombre, là où des politiques nationales peuvent sembler bien lointaines ou peu impactantes pour nos territoires. L'échelon municipal, c'est tout l'inverse. Ouais, peut-être Laurent faire un complément. Est-ce que le fait d'avoir l'entrée adaptation au changement climatique avec les solutions basées sur la nature n'est pas une bonne clé d'entrée pour les candidats aux prochaines municipales pour pouvoir parler de nature et de biodiversité à leurs concitoyens? Alors, peut-être plusieurs choses. Effectivement, à l'AMF, on a bien observé hein, le mouvement politique qui faisait que la question du débat sur l'écologie en général, la transition écologique, le climat et la biodiversité allait peut-être pas être autant au centre de l'attention que lors des précédentes municipales, parce que c'était un vrai sujet lors des précédentes municipales. En fait, je suis d'accord avec Nathan, c'est-à-dire que quand on regarde, je pense qu'il y a un aspect de prisme déformant à la fois des médias et peut-être des réseaux sociaux sur l'ambiance du moment, parce que la préoccupation des Français dans n'importe quelle enquête sondagière, la question de la préservation du cadre de vie et de l'environnement reste dans le top 5 systématiquement des préoccupations des Français. Donc ça reste assez élevé. Mais je suis d'accord avec la personne qui a posé la question, c'est-à-dire que oui, il y a une interrogation probablement de la part de beaucoup de candidats de se positionner avec un propos sur la préservation et la valorisation de la biodiversité parce que ça peut paraître pas complètement mainstream sur les éléments et donc se faire taxer peut-être d'être trop écologiste, trop radical dans son propos. C'est pour ça que la thématique est peut-être un peu trop étouffée en ce moment. Deuxième sujet, c'est que, ça c'est une conviction personnelle, je trouve que la question de l'érosion de la biodiversité est trop cachée par la question du changement climatique.
Donc, on peut avoir un propos sur la transition écologique, mais souvent, ce qu'il y a derrière, ce qui revient, c'est la question du climat, parce que ça reste une question. Donc, la question du fait que si on n'avait pas une catastrophe climatique, on aurait tout autant une érosion de la biodiversité qui serait tout aussi fatale que la question climatique, et pas encore, selon moi, dans l'esprit de la plupart des individus composant la société française. Et donc, ça se revoit pas tant que ça dans le propos politique. Donc, il y a effectivement peut-être des stratégies, je ne vais pas dire de contournement, mais d'appréhender le sujet d'une façon un peu plus pratique. Alors, on a parlé tout à l'heure de la question des économies. Ok, ça peut être un angle d'attaque. Il y a la question des services écosystémiques, qui est encore euh, dans beaucoup de lieux pas forcément bien connu. Comment le fait d'avoir une biodiversité ordinaire dans le village ou dans la ville apporte des intérêts sur la question du cadre de vie et de comment on peut mieux vivre sur un territoire, sur les habitants. Il y a la question, à mon sens, du paysage, parce que lorsque vous travaillez la qualité paysagère, ça parle à tout le monde, parce que tout le monde voit le paysage et on est plus facilement à s'entendre sur ce qui peut composer un paysage de qualité et faisant une large place à la question de la végétalisation ou à la question de la biodiversité, avec derrière, si on a des paysages de qualité, on peut penser que on va favoriser, on va conforter la capacité à avoir des habitats de qualité et donc une biodiversité derrière plutôt intéressante. Alors, c'est pas tout le temps vrai. On peut le composer de façon différente, on peut le penser de façon différente. Mais je pense sincèrement que cette entrée-là, la question du cadre de vie, des paysages et de la place de la biodiversité et des écosystèmes dans comment ça améliore le cadre de vie, c'est vrai sur les services écosystémiques, alors de la biodiversité ordinaire, mais c'est très vrai aujourd'hui sur la question de Plus fraîche ma ville. C'est comment la présence du végétal apporte un gain pour le confort des habitants. Et ça commence à parler. Alors, c'est en lien avec le climat, certes, mais ça permet de recomposer, de préserver ou de mieux penser les habitats dans la ville et donc une biodiversité ordinaire qui a plein d'intérêts par ailleurs. Merci beaucoup. Alors, on arrive sur la fin du webinaire. J'ai encore deux questions pour vous pour clôturer ce moment d'échange. Marie-Jeanne nous demande que répondre à l'idée de l'écologie punitive brandie par certains candidats. Euh, Mais je veux bien Nathan? répondre là-dessus. Moi, ce que je propose de leur dire, c'est que ce qui est punitif, c'est par exemple les factures d'eau qui explosent parce que l'eau est polluée et les coûts de traitement sont de plus en plus conséquents. Ce qui est punitif, ce sont des inondations qui sont de plus en plus violentes, notamment du fait de l'artificialisation des sols. Ce qui est punitif, ce sont des cours d'école ou des places de village sur lesquelles on surchauffe parce qu'elles ne sont pas végétalisées ou trop peu. Et je pense qu'on devrait même retirer cette expression de notre vocabulaire parce que elle met vraiment deux principes antinomiques. L'écologie, ça doit être quelque chose de positif qui permet de vivre mieux, de respirer un air sain, des aliments, de manger des aliments de qualité, de boire une eau propre, de s'émerveiller du vivant autour de nous. Pour moi, c'est extrêmement positif. Merci beaucoup. Et une dernière. Juste, Oui, ouais, allez-y, pardon, Laurent. juste dans le cadre du débat municipal, si c'est présenté comme ça, ramenez la question au cadre de vie. Parce que tout ce qui valorise les questions d'adaptation au changement climatique ou de préservation de la biodiversité, on peut aisément le faire le lien avec la question de la qualité et du cadre de vie. Ça va parler à tout le monde et ça n'a rien. Merci beaucoup. Et une dernière question. Existe-t-il des formations guidant les nouveaux maires à mieux appréhender leurs fonctions et entre autres sur les questions de biodiversité? Alors oui, parce que d'une part, ça va me permettre de dire que autant on a deviné à l'AMF que la question de la transition écologique ou de la biodiversité allait pas être complètement centrale en amont des municipales. En revanche, on est entièrement convaincu et persuadé, plus encore, que lorsque les nouvelles équipes municipales vont comprendre dans quelle sauce elles sont tombées, pour celles qui sont renouvelées, mais vous savez, traditionnellement, il y a 40% de nouveaux maires quand même.
Ça ne veut pas dire que c'était complètement innocent ou étranger à la politique municipale précédente, mais il y a quand même un renouvellement des équipes relativement important. Et celles-là, elles vont comprendre qu'elles vont devoir affronter un certain nombre de défis liés à leurs compétences, liés aux besoins de leur territoire, aux besoins et aux enjeux évoqués par leurs habitants. Et à l'intérieur de ces besoins-là, il y a la question écologique qui sera centrale. De ce fait, oui, on a tout un dispositif, alors pas que nous d'ailleurs, hein, mais à l'AMF, il existe tout un dispositif lié et en relation avec nos 107 associations départementales qui fait qu'on va créer alors à la fois des guides, à la fois des lieux, à la fois des réunions, des événements d'accueil des nouvelles équipes, de conseils sur les premières décisions à prendre, et avec derrière des logiques de formation pour essayer de leur favoriser l'appréhension de leur nouvelle mission et de savoir comment demain ils peuvent mieux faire encore. Merci beaucoup. On arrive au bout de cette heure d'échange. Est-ce que Laurent, Nathan, Sandrine, vous avez un dernier mot de la fin avant de conclure? Ou, euh, Voilà. ou est-ce que tout a été dit? Non, tout n'a pas été dit et puis il y a eu beaucoup de questions dans le QIRR. Plus d'une cinquantaine. On n'a pas forcément pu répondre à toutes les questions, mais je voulais remercier chaleureusement Laurent. C'était quand même pour nous très éclairant d'avoir le regard de l'Association des maires de France. Forcément, avec Humanité et Biodiversité, on est prêt hein, pour l'après et pour former les nouveaux élus, ou en tout cas à minimum les sensibiliser et puis leur offrir un certain nombre d'outils. Et puis en espérant que, en tout cas c'était l'objet de ce webinaire, que même si l'écologie est moins un sujet qu'il y a 6 ans, elle le sera quand même et que on arrivera, les uns et les autres, c'est Humanité et Biodiversité, mais d'autres associations de protection de l'environnement vont mener des actions en ce sens, l'Office français de la biodiversité également, qu'on réussira tout de même à mettre un petit peu de biodiversité dans le cadre de ces campagnes des municipales 2026. Merci. Est-ce que Laurent, Nathan, vous avez un dernier mot ou est-ce qu'on clôture? Bon pour moi. C'est tout bon. Bah, peut-être en 2 mots dire que les rouges-gorges et les hérissons ne votent pas, donc soyez leur voix dans les réunions publiques et soyez leur voix également dans les urnes. Ben, merci pour cette note vivante pour ce webinaire. Merci donc à nos participants et à nos invités aujourd'hui d'avoir voilà, échangé, détaillé des points très concrets pour ces élections qui approchent. Donc ce webinaire touche à sa fin et on vous donne rendez-vous le 17 février à midi pour un prochain webinaire qui sera intitulé Où en est-on de la transition écologique en agriculture? Donc une autre thématique qui revient pour ce rendez-vous mensuel. N'hésitez pas à adhérer à notre association, à faire un don pour l'année 2026. Je vous enverrai également donc tous les liens des fiches pour interpeller son candidat, du guide du plaidoyer, etc. dans le mail post-webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Bonne journée et à bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.